Raphaël Niemabo, qui est médecin radiologue à l'hôpital Renaissance ex-Mama Yemo et J Hospital en République démocratique du Congo. Il sera accompagné des panélistes, en l'occurrence le docteur Vincent Wilfred Lokonga, qui est cancérologue, oncologue médical à la clinique Ngalima de Kinshasa, le docteur Vendrome Nakundi Kakonga, oncologue radiothérapeute au centre Nganda, et le professeur euh, docteur Ali Rissassi, qui est spécialiste en anatomopathologie au CHU de Renaissance à Kinshasa. Sans plus tarder, nous allons inviter notre orateur du jour à prendre la parole dès qu'il sera prêt. Euh, Docteur Raphaël Niemabo, vous avez la parole. Oui, bonjour tout le monde, bonsoir. Euh, je vais vous entretenir sur l'évaluation de la réponse thérapeutique en imagerie oncologique, les critères RECIST et au-delà des critères RECIST. Je vous invite à réactiver votre micro, docteur. Oui, je disais que j'ai subdivisé mon propos en deux parties. La première partie, nous verrons les critères RECIST, les principes ainsi que les limites. Et la seconde partie, nous verrons les autres critères en dehors des critères RECIST, donc les critères M-RECIST, les CHOI, et puis les I-RECIST. Les critères de Rano ainsi que le critère de Chezon seront vus quand on verra les pathologies appropriées, notamment en neuroimagerie et dans les lymphomes. Alors, l'objectif de mon propos de ce jour sera de donner des astuces et des trucs utiles à la pratique quotidienne des radiologues, donner un peu l'immersion aux jeunes radiologues qui viennent de commencer en imagerie, mais aussi améliorer les connaissances sur les critères RECIST des anciens radiologues. Alors, j'ai l'impression d'avoir des difficultés pour défiler les dias. Alors, la première partie, c'est les RECIST 1.1. De quoi on parle? C'est un acronyme anglais qui veut dire simplement les critères d'évaluation de la réponse thérapeutique dans les tumeurs solides. C'est en fait un langage commun pour diminuer la variabilité interobservateur ainsi que nous permettre de mesurer de la même façon pour répondre à la réponse aux oncologues. Alors, ce qui n'est pas RECIST, c'est que les RECIST n'est pas un outil de caractérisation tumorale, mais aussi ce n'est pas le seul système d'évaluation. Parce qu'en fait, en oncologie, en neuro-oncologie, on va utiliser les critères RANO que nous verrons lorsqu'on verra des pathologies neurologiques. Et actuellement, il y a les M-RECIST, les M qui veut dire mésothélium. Donc, on utilise les M-RECIST aussi dans les mésothéliums. Donc, on n'utilisera pas les RECIST 1.1 pour les mésothéliums, pour les lymphomes et même pour les CHC. Parce que pour les CHC, il y a les critères SL et M-RECIST, donc les RECIST modifiés pour les CHC que nous verrons. Les CHC, le RECIST 1.1 est aussi déconseillé en neuro et en oncologie pédiatrique. Alors, la première chose, c'est sur quelle technique utiliser les critères RECIST. Les critères RECIST ne sont pas utilisés en radiographie. Les critères RECIST ne sont pas utilisés en échographie.
Les critères RECIST sont utilisés sur une technique qui est vérifiable derrière, notamment les scanners et l'IRM. Et quand on les utilise, il faut des préalables stricts, notamment utiliser dans un même fénétrage le même temps d'injection, la même séquence quand il s'agit de l'IRM et utiliser aussi des critères stricts pour le choix des lésions. On va y revenir. Alors ici, j'ai essayé un peu d'illustrer déjà. Lorsque vous utilisez des fenêtres différentes, vous verrez que la mesure sur la fenêtre parenchymateuse et la mesure sur la fenêtre médiastinale ne sera pas la même. La même chose lorsque vous utilisez euh, dans deux temps d'injection différents, vous verrez que les mesures ne seront pas les mêmes. Lorsque vous mesurez sur les temps artériels et quelqu'un d'autre derrière vous vient mesurer sur les temps portal, vous n'aurez pas les mêmes mesures. Donc, RECIST insiste sur le caractère strict de faire les mesures sur la même technique, le même fénétrage, la même séquence, ainsi que le même temps d'injection. Alors, en pratique, comment ça se passe? Nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est lorsque nous faisons notre bilan d'extension, on appelle ça l'imagerie baseline dans les critères RECIST, c'est le bilan pré-thérapeutique. Il est réalisé normalement 28 jours, donc 4 semaines avant que les malades soient mis sous traitement. Alors, il sera appelé aussi bilan pré-thérapeutique. Alors, il aura pour rôle de lister de manière exhaustive toutes les lésions. Et c'est sur base de cette imagerie baseline que nous ferons la réponse objective dans les examens de suivi. Alors, la deuxième possibilité pour utiliser RECIST, c'est sur les examens de suivi. Sur les examens de suivi, on fera maintenant une étude comparative des mesures avec les mesures qu'on a eues, soit sur les baselines, soit sur des examens précédents. Et la réponse objective sera donnée sur les examens de suivi et sera catégorisée en quatre. Soit la réponse sera complète, soit elle sera partielle, soit la maladie sera stable, soit elle sera en progression. Nous allons voir. Alors, on va commencer par la démarche avec les critères RECIST sur l'examen baseline. Sur l'examen baseline, en fait, les RECIST se passent en quatre étapes. La première chose, c'est repérer d'abord les lésions. On va commencer par repérer toutes les lésions. Ensuite, on va définir quelles sont les lésions mesurables et les lésions non mesurables. Troisième étape, c'est sélectionner parmi les lésions mesurables quelles sont les lésions cibles. Et enfin, on va faire la somme des lésions, des grands diamètres des lésions cibles qui va figurer dans notre conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on entend par lésions cibles et lésions mesurables d'abord? On entend par lésions mesurables et non mesurables. Les lésions seront considérées comme lésions mesurables toutes les lésions qui auront un diamètre supérieur à 1 cm. Sauf pour les ganglions, RECIST 1.1 dit que la mesure des ganglions doit être supérieure à 1,5 cm, c'est-à-dire 15 mm. Et toutes les lésions qui seront en périosseuse, on ne mesure pas les lésions osseuses, on va mesurer la composante tissulaire au contact de l'os, mais si et seulement si elle mesure plus d'1 centimètre. Alors, les autres lésions seront considérées comme des lésions non mesurables, notamment les lésions qui auront moins de 1 cm, les ganglions dont les diamètres de petit axe varient entre 10 et 15 mm, enfin,
les lésions leptoméningées, les lésions pleurales, les lymphangites, les lésions osseuses ainsi que des épanchements seront considérés comme des lésions non mesurables. Alors, dès que vous avez défini les lésions mesurables, vous avez détecté quelles sont les lésions qui ont plus de 1 cm et les ganglions qui ont plus de 15 mm. Vous allez choisir les lésions cibles. Alors, les lésions cibles sont définies comme des lésions mesurables, mais doivent être au maximum à 5 et pas plus de 2 par organe. Ils doivent être mesurés dans le plan d'acquisition et doivent être reproductibles. Et généralement, il y a des critères qui sont donnés pour qu'on puisse être rigoureux dans les choix de ces lésions cibles. Ces critères, c'est que, un, il faut éviter de prendre les lésions qui sont aux bordures du champ d'acquisition. Il faut prendre les lésions qui sont bien délimitées, qui ne sont pas entourées des vaisseaux. Et quand la lésion est excavée, il faut prendre la lésion en entièreté. Et lorsqu'il y a une prise de contraste annulaire, il faut prendre la prise de contraste aussi dans la mesure. Là, c'est pour les lésions qui sont cibles. Mais pour les lésions non cibles, c'est toutes les lésions qui auront moins de 1 cm, les ganglions qui ont 1 à 1,5 cm, les épanchements pleuraux, les mastites et toutes les autres lésions cibles qui ne seront pas, et toutes les lésions mesurables plutôt, qui ne seront pas considérées comme des lésions cibles, seront considérées comme des lésions non cibles. Alors, ici, on a essayé un peu d'illustrer quelles sont les lésions non cibles. Les épanchements pleuraux, il ne faut pas les mesurer, ça ne sert à rien de mesurer les épanchements. Il ne faut pas mesurer la lymphangite carcinomateuse, l'épanchement péricardique. En oncologie, on ne mesure pas. Les épanchements péritonéales, la lymphangite la, euh, carcinomateuse, on ne mesure pas. On ne mesure pas les lésions osseuses, sauf s'il y a une portion tissulaire et on mesure uniquement la portion tissulaire et si et seulement si elle mesure plus d'1 centimètre. Enfin, sur les critères et sur l'imagerie baseline, lorsque vous avez pris toutes les mesures, il faut faire la somme des lésions cibles. Il y a en moyenne 5, ça ne doit pas dépasser 5. Donc, ici, on a illustré comment on fait. On a pris un ganglion médiastinal, on a pris une métastase péritonéale, et puis on a pris la lésion tumorale sur la surrénale. On a mesuré, on a le diamètre, la somme des longs diamètres. Cette somme-là doit figurer sur le compte rendu baseline. C'est sur base de ça qu'on va mesurer et comparer sur les examens de suivi. Directement, on va passer, juste rappeler les éléments du compte rendu. Les éléments du compte rendu doivent être standardisés, c'est-à-dire faire un inventaire complet des lésions cibles et non cibles, mesurer au moins 5 lésions cibles, 2 par organe. Bon, nous sommes dans les récistes 1.1, c'est une mesure unidimensionnelle, et puis donner la somme de long diamètre qui sera calculée. Et les autres lésions non cibles seront aussi répertoriées et mises aussi dans la conclusion. Et enfin, mettre toutes les autres lésions qui n'ont rien à voir avec la maladie tumorale ou cancéreuse, les signaler déjà dès le départ pour que dans le suivi, ça soit considéré comme tel. Nous passons maintenant au réciste dans les suivis, dans les bilans des suivis. Donc, quand on a fini avec les bilans baseline, le patient va rentrer chez son oncologue, il va apprécier les traitements à mettre, il va lui mettre sous une chimiothérapie et il va falloir
après un temps de chimiothérapie, faire le contrôle, voir apprécier l'efficacité de ce traitement, si ça répond favorablement et donner la réponse globale. Là, c'est les récistes maintenant dans les examens de suivi. Ça va servir à la quantification de la réponse. Et cette quantification se fera en 3 étapes. La première étape, ce sera en fonction des lésions cibles que vous aviez identifiées. Deuxièmement, en fonction des lésions non cibles. Et troisièmement, sur l'apparition de nouvelles lésions ou non. Et enfin, on va donner la réponse globale. Alors, comment va se faire la quantification des réponses des lésions cibles? Alors, sur l'examen baseline et sur l'examen de suivi, vous allez mesurer la somme des diamètres des lésions cibles. Vous allez les comparer avec la somme des lésions cibles de votre examen de référence. Vous allez calculer les deltas, donc la variation. Donc, votre examen de suivi sur la somme de l'examen de référence des baselines sur la somme des longs diamètres sur l'examen de référence, donc de baseline, multiplié par 100, ça va vous donner un pourcentage. Alors, lorsque ce pourcentage et ensuite, on peut avoir une réponse complète avec des ganglions qui sont avec une somme de lésions de grand diamètre non nuls, c'est-à-dire quand vous avez des ganglions qui sont inférieurs à 10 mm, on peut avoir un ganglion à 9 mm, il n'est pas comptabilisé, mais la somme des lésions sera non nulle, mais la réponse sera complète parce que toutes les lésions cibles auront disparu. La réponse sera partielle lorsque la diminution sera supérieure à 30% et la réponse, il y aura progression de la maladie lorsque le pourcentage, la variation sera supérieure à 20%. Et la réponse sera considérée comme stable lorsqu'il n'y aura ni réponse complète, ni réponse partielle, ni progression de la maladie. Donc, c'est une catégorie qui est considérée comme une catégorie par défaut. Donc, s'il n'y a pas réponse complète, il n'y a pas progression, il n'y a pas réponse partielle, on va considérer comme maladie métastatique stable. Alors, la quantification, on va passer sur la quantification des lésions non cibles. La quantification des lésions non cibles s'est fait de manière qualitative. Comme ce sont des lésions qu'on n'avait pas mesurées, donc il y a un seul critère, c'est les caractères univoques. C'est-à-dire, il faut réellement que les lésions puissent progresser ou que les lésions soient diminuent de manière univoque. En ce moment-là, on va dire qu'il y a progression ou il y a régression. Alors, s'il y a ni réponse complète, ni progression, il y aura une catégorie par défaut. On ne dit pas que les lésions sont stables, mais plutôt il y a non-réponse complète et non-réponse, non-progression. C'est les termes qui sont utilisés pour les lésions euh, non cibles. Alors, ici, c'est en pratique, je voulais juste illustrer qu'on pourrait avoir des lésions, une réponse complète pour les lésions
cibles, je ne sais pas là où j'ai coupé, là où l'audio a coupé, mais je viens d'activer encore mon micro. Vous pouvez toujours me rappeler, je peux revenir. En ce qui concerne la réponse des lésions cibles, nous avons dit pour qu'il y ait réponse partielle, il faut qu'il y ait au moins une régression de la réponse d'au moins 30%. Il doit être supérieur à 30% pour parler des réponses partielles. Alors, pour les lésions cibles, on considère comme non-réponse complète et non-réponse partielle, comme pour dire la maladie est stable lorsque on n'a pas la réponse complète et que votre progression n'est pas supérieure à 20% et qu'il n'est pas aussi, il n'a pas régressé au-delà des 30%. Donc, en cela, on va considérer comme la maladie est stable. Alors, ici, il faut introduire une notion, c'est la notion du nadir. La notion du nadir est utilisée quand? J'ai fait une illustration ici, on va revenir sur la définition. Vous avez votre imagerie baseline, la lésion mesure 70 mm. Au mois de décembre, il revient, vous faites votre imagerie de contrôle, vous mesurez la lésion à 52 mm. Si vous comparez votre examen de référence par rapport à l'examen de janvier, vous verrez qu'il y a une diminution. Mais quand vous fouillez dans votre euh, base de données, vous vous rendez compte qu'au mois de juin, il avait fait encore un autre examen. Sur cet examen-là, la lésion mesurait déjà 44 mm. Donc, au lieu de comparer votre examen par rapport à l'examen baseline, vous devez comparer votre examen par rapport à l'examen de juin, qui est considéré comme le nadir. Donc, le nadir sera l'examen où il y a eu la meilleure réponse obtenue pendant les traitements. Donc, pour ce qui est progression, on va considérer par rapport au nadir, alors que pour ce qui est régression, on va considérer généralement par rapport à l'examen baseline. Mais ce qu'il faut aussi retenir ici, c'est que l'imagerie baseline peut aussi servir d'imagerie de nadir s'il n'y a pas d'autre examen qui est fait dans l'entretemps. Mais s'il y a un examen qui a été fait entre les deux examens, il faut toujours voir dans quel examen il y a eu la meilleure réponse et comparer à votre examen de référence pour parler de progression. Alors, en ce qui concerne les lésions non cibles, on a dit un seul élément, c'est les caractères univoques. Il faut que lorsque vous regardez la lésion, sur l'examen de référence, l'examen actuel, par rapport à l'examen de référence, il faut qu'il y ait un caractère unanime que la lésion a progressé. C'est le seul élément et l'appréciation est qualitative. La même chose, les lésions métastatiques, de manière univoque sur l'examen après traitement, on se rend compte que les lésions non cibles sont en train de progresser. Donc, ici, on ne les mesure pas, on les apprécie de manière qualitative. Enfin, on va apprécier l'apparition de nouvelles lésions. Est-ce qu'il y a une nouvelle lésion ou il n'y a pas de nouvelle lésion? La réponse est binaire,
il y en a ou il n'y en a pas. Mais le seul élément ici pour les nouvelles lésions, c'est les caractères certains d'être une lésion néoplasique. Alors, si ce n'est pas une lésion néoplasique, il faut continuer les traitements, considérer que le malade progresse. Et si il y a une nouvelle lésion, c'est que c'est la progression, peu importe l'état des lésions cibles ou des lésions non cibles, nous sommes dans une progression. Donc, on va prendre les réponses en fonction des lésions cibles, les réponses en fonction des lésions non cibles et notre quantification des lésions, euh, des nouvelles lésions pour donner notre réponse globale qui va être mise dans la conclusion de notre examen des suivis. Alors, la réponse globale est la combinaison de la réponse des lésions cibles, des lésions non cibles et des nouvelles lésions pour donner la réponse globale ici. Alors, elles sont réparties en trois. Alors, on aura progression lorsque une des catégories va progresser. Si les lésions cibles progressent, c'est qu'il y a progression. Si les lésions non cibles progressent, c'est que peu importe, il y a progression. S'il y a une nouvelle lésion, il y a progression. Donc, notre réponse globale sera progression. Alors, on parlera des réponses complètes s'il y a disparition des réponses cibles, s'il y a disparition des lésions non cibles et s'il n'y a pas de nouvelles lésions. Et les autres catégories seront des catégories par défaut. Donc, on aura une réponse partielle lorsqu'on aura la réponse partielle des lésions cibles, non-progression des lésions cibles et absence de nouvelles lésions. Enfin, votre compte rendu, ici j'ai illustré un peu le modèle de compte rendu, comment ça s'est fait sur, et on pourra utiliser ça comme modèle pour faire le compte rendu avec les récistes. Alors, quelles sont les limites du réciste? Les limites du réciste, c'est que les récistes n'arrivent pas à évaluer la vitesse de l'évolution de la maladie, la charge tumorale, et elle ne répond pas du caractère dissocié de la réponse, mais aussi deux fois quand l'oncologue a modifié les doses, réciste n'arrive pas à dire ici on a modifié ou pas, mais aussi quand on associe des traitements avec des traitements locaux, les récistes ne répondent pas à ça. Alors, la deuxième partie de ce propos va s'intéresser aux autres critères en dehors des critères récistes. Nous avons les critères M-récistes, les critères Choi et les critères I-récistes. Alors, d'où viennent ces autres critères? Les autres critères viennent du fait qu'il y a eu de nouveaux traitements anticancéreux qui sont apparus, notamment les anti-angiogéniques, les stimulateurs de l'apoptose, les traitements locaux, ainsi que l'immunothérapie. Alors, avec les traitements angiogéniques, on va utiliser, et qui sont utilisés notamment pour les gistes, ils seront utilisés dans le CHOI. Alors que, alors, on est dans le CHOI. Les CHOI, on va utiliser les traitements angiogéniques. Ces traitements vont diminuer la vascularisation de la tumeur. Ils vont faire apparaître une nécrose et enfin la diminution de la taille de la tumeur. Alors, les CHOI vont utiliser les mêmes critères que les critères récistes sur l'imagerie baseline, mais la différence, c'est qu'il faut prendre et la taille
de la lésion et la densité de la lésion. Donc, deux éléments sont pris dans les critères Choi. On prendra la taille comme les récits, ça sera les plus grands diamètres unidimensionnels. Et on va prendre la densité au pourtour de la lésion. Alors, on va faire la sommation, la différence entre la taille et la densité sur l'imagerie baseline et la taille et la densité sur notre examen de référence dans le suivi. Et généralement, comme je l'ai dit, c'est utilisé dans les gystes et dans les cancers du rein. Et les cutoffs pour la taille, c'est 10% et pour la densité, c'est 15%. Alors, la différence pour le Choi, c'est qu'ils n'ont pas prévu les critères de progression. Il n'y a que les critères de régression partielle. Donc, vous allez évaluer la taille de la lésion sur l'examen de référence. Vous prenez la densité, vous sommez. Ici, c'est la première lésion, donc notre gyste. Ici, nous avons une métastase péritonéale. Vous allez sommer la somme des lésions cibles. Ça vous donne 128. Vous prenez la densité de la lésion de notre gyste au pourtour, ça nous donne 60 UH de densité. Et vous prenez aussi la densité de la lésion secondaire péritonéale là-bas, ça vous donne 65. Vous faites la moyenne. La moyenne va nous donner 67 UH de densité. Ça, c'est sur votre examen baseline. Alors, sur l'examen de référence après traitement, on a mis sur traitement enzogénique. Vous voyez comment la lésion a perdu cette hyperdensité périphérique. Donc, la densité régresse, la taille régresse. Donc, vous prenez votre taille, vous prenez votre densité, vous faites la moyenne et vous comparez pour dire il y a réponse partielle ou réponse complète. Il n'y a pas de critères de progression pour le Choi. Alors, avant les critères Choi, j'avais sauté les critères MRECIST. Les critères MRECIST, c'est un critère qui vient de critères SL. SL et MRECIST, c'est pareil, seulement les critères SL, on prend le caractère bidimensionnel de deux axes, alors que dans les MRECIST, on prend un seul axe, c'est unidimensionnel. Mais le MRECIST est utilisé que pour le CAC. On mesure que la portion hypervasculaire de la tumeur et même s'il y a une composante kystique, donc il faut mesurer que la lésion hypervasculaire et la mesure s'est faite que sur le temps artériel. Donc, un réciste qui est pour le CHC, donc on n'utilise pas les récistes simples pour les CHC. Pour le CHC, on passe au critère M réciste. On utilise sur le temps artériel et les lésions doivent être sur le foie. Et les autres éléments de réponse sont pareils que dans les récistes. Donc, la réponse sera soit complète s'il y a disparition de toute la portion hypervasculaire. Il y aura réponse partielle si elle diminue de plus de 30%, la portion rehaussée, et si elle augmente de plus de 20%, elle sera considérée comme une progression et la lésion sera stable. Ce sera comme une catégorie par défaut s'il n'y a pas de réponse complète, pas de réponse partielle ni de progression.
Enfin, je vais passer sur les e-récistes. Les e-récistes, c'est euh, le même critère, mais qui sont utilisés pour les traitements euh, euh, faisant recours à l'immunothérapie. Alors, on a constaté avec ce traitement qu'il y a d'abord une pseudo-régression. Après, la lésion va diminuer après. C'est en ce moment-là, les critères e-récistes sont le même critère comme dans les récistes, mais la nouveauté, c'est que au premier contrôle, il y a généralement une pseudo-progression. Cette progression n'est pas confirmée directement. On catégorise ça des IUPD, qui veut dire tout simplement que une progression, une pseudo-progression, mais non confirmée. Il y a un nouveau concept qui va aussi entrer, c'est l'ICPD, qui est une aggravation de la lésion IUPD. Donc, on va voir comment ça s'est fait. Et puis, le troisième concept pour les e-récistes, c'est que les lésions non cibles seront considérées et les nouvelles lésions plutôt sont considérées en deux catégories, soit qu'elles sont mesurables et sont considérées comme des lésions cibles, et si elles sont non mesurables, sont considérées comme des lésions non cibles. Alors que sur les récis, il n'y a pas de nouvelles catégories dans les nouvelles lésions. C'est dit seulement nouvelles lésions. Mais ici, on les catégorise en deux catégories. Alors, comment on fait? C'est que sur l'imagerie baseline, c'est comme dans les récis, il n'y a pas de problème. On fait les étapes comme on l'a vu. Première étape, on repère les lésions. Deuxième étape, on prend les lésions mesurables. Troisième étape, quelles sont les lésions cibles? Quatrième étape, on fait la somme de ces lésions cibles. Ça, c'est la première évaluation. C'est comme sur les récistes. Seulement, à la première évaluation, maintenant, qu'on va mettre sur les traitements d'immunothérapie, on fait notre première évaluation. Alors, notre première évaluation, on peut avoir une réponse complète. Alors, c'est comme dans les récistes. On peut avoir une réponse partielle, c'est comme dans les récistes, mais on peut avoir aussi une réponse stable, c'est comme dans les récistes. Seulement quand il s'agit de la progression. S'il y a une progression, alors en ce moment-là, il faut mettre IUPD. Donc, pseudo-progression, qui sera évaluée à la deuxième évaluation. Donc, on va continuer les traitements d'immunothérapie et 28 jours à 2 mois, on va faire une deuxième évaluation des lésions qu'on a considérées comme IUPD. Alors, il y a maintenant des critères de progression. Alors, si ces critères de progression sont retenus, en ce moment-là, on va confirmer notre progression. Ça sera maintenant ICPD, donc confirmation de la progression. Et en ce moment-là, l'oncologue sera obligé d'arrêter les traitements par immunothérapie et changer de ligne. Et s'il n'y a pas ces critères de progression, on va continuer avec IUPD jusqu'à la fin du traitement. Alors, quels sont les critères pour confirmer? On passe des IUPD à ICPD lorsque
les lésions cibles ou les nouvelles lésions ont plus de 5 mm par rapport à l'imagerie baseline. Lorsqu'il y a aggravation des lésions cibles et lorsqu'il y a apparition de nouvelles lésions. En ce moment-là, on va considérer à la deuxième évaluation qu'il y a progression et l'oncologue sera obligé d'arrêter avec son traitement pour changer des lignes de chimiothérapie. En conclusion, l'objectif de ces critères, c'est d'améliorer la reproductibilité et la fiabilité de nos comptes rendus pour éviter des conclusions qui sont beaucoup plus vagues et nous permettre d'avoir des conclusions beaucoup plus structurées. Je reste à votre disposition pour des questions s'il y a des zones d'ombre. Je vous remercie. Merci, docteur Niemabo, pour cette présentation très didactique. Euh, Nous allons à présent accorder la parole aux différents panélistes qui sont présents et pour agrémenter la discussion. Nous avons le docteur Vincent Wilfried Lokonga, professeur Ali Rissassi, docteur Vendôme Nakundi. Si l'un d'entre vous est prêt, il peut Merci. se manifester. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui, c'est Docteur Lokonga, Vincent Wilfred. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous a vraiment mis à jour et une présentation très intéressante, surtout pour nous, les oncologues, parce qu'on sait que la radiologie, ça occupe une place primordiale dans les traitements en oncologie. Et comme on dit, un bon oncologue a besoin d'un très bon pathologiste. Euh, je sais pas, vous m'entendez bien? 5 sur 5. Oui, un bon pathologiste, un bon radiologue, et pour lui permettre de bien prendre en charge. C'est vrai, la radiologie, surtout de l'évaluation, les scanners comparatifs, c'est ce qui nous permet de voir si je dois continuer, si je dois arrêter, si je dois continuer la surveillance, qu'est-ce que je dois faire. Donc, tout dépend de ça. Et, et une radiologie, une lecture bien faite avec une très bonne comparaison, c'est très important. Et parce que on sait que tout se joue par rapport au timing. Les scanners de bilan d'extension, qui est notre scanner de baseline. Les scanners d'habitude, on fait souvent les évaluations après 3 mois de traitement pour des maladies qui sont métastatiques et 6 mois de traitement pour des surveillances ou une année pour une maladie qui est en rémission, en curatif. Et ce qui nous intéresse beaucoup ici, c'est dans des phases métastatiques où on a toujours besoin de cette évaluation, de cette évaluation. Et aussi quelque chose de très primordial, c'est il faut que les oncologues, on arrive aussi à aider les radiologues. Parce qu'ici, on a vu, selon chaque traitement, il y a une façon de faire une évaluation. Les évaluations se font pas de la même façon euh, quand le patient est sous une chimiothérapie conventionnelle, quand le patient est sous les inhibiteurs de tyrosine kinase, quand un patient est sous anti-angiogénique, quand un patient est sous l'immunothérapie. Donc, les critères ne se font pas toujours de la même façon. C'est toujours mieux comme ça. Bon de demande de l'examen en précisant le malade est sur tel traitement pour permettre au au radiologue de bien faire son examen. D'ailleurs, docteur, docteur Raff, nous, qu'est-ce que nous on faisait à l'époque quand on avait des comptes rendus? Parce que des fois, il arrive, on est en difficulté. Des fois, vous avez des malades qui vont faire un scanner quelque part dans le centre X de baseline
Et Tout à puis, fait. lors de l'évaluation, il va aller faire dans un centre X. Ce qui fait que Tout à fait. le radiologue qui est là n'a pas de baseline, il ne sait pas comparer. Mais il a un Tout compte à fait. rendu qu'on lui demande de comparer. Il ne sait pas comparer. Et qu'est-ce que nous, des fois, vous avez des comparaisons, comme on fait des comparaisons être. Donc, j'ai deux scanners. Je sais que ça ne répond pas aux critères de l'évaluation. Mais c'est vrai, je ne m'arrête pas seulement à une évaluation radiologique. Il y a l'évaluation clinique, il y a l'évaluation biologique et radiologique. À ce moment-là, je fais ce qu'on appelle une comparaison head-to-head parce que des fois, c'est difficile de demander encore à un radiologue de ramener le scanner, c'est compte rendu. Je sais que ça dérange souvent les radiologues. Et déjà, faire un examen comparatif, c'est trop, c'est du lourd parce qu'il faut remonter sur la science et lui demander maintenant de comparer un examen qui n'a pas été réalisé au même endroit. Des fois, ça pose problème. Et nous, on a toujours l'habitude de dire, voilà, comme je vais regarder, je prends la somme de la lésion, comme vous avez dit, je prends la somme des nouvelles lésions et je fais moins la somme des anciennes lésions et je divise par les anciennes lésions multipliées par 100. J'essaie de voir si je suis effectivement dans la proportion de progression ou stabilité ou une réponse. Des fois, il nous arrive de le faire. Euh, et surtout, sur les points que vous avez, parce que vous avez parlé aussi de Nadir, qui est un point très important, c'est toujours mieux de nous répondre par rapport à l'examen précédent, pas par rapport à l'examen de baseline. C'est-à-dire, un malade qui a fait un examen en janvier, qui fait un autre examen au mois d'avril, et il vous voit au mois de juillet. Et s'il faut faire la comparaison, c'est de prendre l'examen d'avril, parce que ça vous permet effectivement de voir. Parce que si vous comparez avec l'examen de janvier, alors qu'au mois de janvier, vous aviez une lésion qui était de 70 mm, au mois d'avril, c'est 52, 44, comme je vous avais présenté. Et là, c'est 52. Si vous le comparez janvier et juillet, vous allez répondre que non, vous êtes face à une régression. Mais par contre, la lésion avait diminué. C'est toujours mieux de prendre l'examen précédent et de comparer. Si on a des doutes, on remonte pour voir est-ce qu'il y a eu quelque chose ou pas. Mais il y a aussi une chose qui nous dérange beaucoup, ce sont des réponses dissociées. Je suis Tout à devant fait. un malade qu'on a fait un bilan d'extension sur les tâches thoraciques. Parfaitement de bonnes réponses, mais par contre, à les tâches abdominales, il y a des progressions. Il y a des lésions qui progressent. Là, ce sont des situations qui nous dérangent. Et c'est vrai, on va se retrouver qu'à l'étage thoracique, il y a des diminutions de lésions, mais à l'étage abdominale, il y a soit des lésions ont progressé, on se pose les mêmes médicaments. Et là, souvent, on n'hésite pas à redemander une biopsie de ces lésions qui ont progressé parce que ça peut être, surtout quand on est devant un cancer du sang, ça peut être autre type moléculaire qui ne répond pas au traitement initié. En fait, par rapport aux différents critères, il y a une partie, par exemple, là, avec les critères de choix que vous avez déterminés, parce qu'on voit la taille et la densité. Mais des fois, on est obligé de se concentrer quand il y a une association, chimiothérapie de base, avec un anti-angiogénique, par exemple, ou thérapie ciblée, et vous avez la taille qui ne se modifie pas, ou peut-être la taille qui augmente, qui peut augmenter tout petit peu. Mais à ce moment-là, euh, si vous nous répondez que non, c'est une progression, oui, vous avez raison parce que la taille augmente, mais la densité doit être une référence parce que un patient qui est sous anti-angiogénique, on sait que les anti-angiogéniques agissent sur la vascularisation de la tumeur. Et il peut avoir une augmentation de la taille de la tumeur par une infiltration de lymphocytes qui peuvent augmenter parce qu'avec les anti-angiogéniques, il y a une nécrose. Il peut avoir une infiltration de lymphocytes et augmenter tout petit peu la taille de la tumeur, mais la densité reste une référence pour nous. Vous dites voilà, je peux dire voilà, quand il y a une diminution de densité, je sais que ces patients ne progressent pas, bien qu'il y ait une augmentation de la taille de la tumeur. Là, je reste et je dis, je vais continuer avec mon traitement et voir par la suite et faire une évaluation peut-être précoce pour essayer de voir.
C'est surtout des situations quand on a la chimiothérapie plus une thérapie ciblée, comme par exemple dans les cancers de l'ovaire ou les cancers du col utérin ou les cancers du poumon où on associe la chimiothérapie et, euh, et, euh, et une thérapie ciblée. Donc, cet aspect-là, on essaie toujours d'en tenir compte pour ne pas s'emballer à dire je vais changer les traitements parce que il y a une augmentation de la tumeur, mais à ce moment-là, c'est vrai, la densité nous sert vraiment de référence. Et pour terminer, c'est avec l'immunothérapie. On sait aujourd'hui, l'oncologie a pas mal évolué avec l'immunothérapie. L'immunothérapie, actuellement, on le fait pratiquement dans toutes les tumeurs. Les e-résistes, au début, on ne comprenait pas, c'est vrai. Avec le temps, on est arrivé à comprendre, surtout avec des pseudo-progressions. Des pseudo-progressions, c'est des malades chez qui vous instaurez l'immunothérapie. On l'a vu parce que l'immunothérapie, on l'a commencé avec les mélanomes. À Tout à deux fait. semaines, vous avez des lésions qui vont apparaître. Partout. Avant, ils ont dit, voilà, effectivement, Mm. on arrête. Et c'est vrai, ça s'explique. L'immunothérapie, c'est différent des autres traitements parce que ça va faire appel au système immunitaire qui vont infiltrer les tumeurs et la tumeur, ce qui va se faire que la tumeur va augmenter de taille. La tumeur il y aura apparition d'autres lésions parce que vous pouvez avoir des lésions qui ne sont pas exprimées sur le plan radiologique, initialement sur le scanner de baseline. Avec l'immunothérapie, 2 mois après, vous avez apparition de d'autres lésions et on ne comprenait pas. Et on se posait la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là qu'il y a eu des pseudo-progressions. Il y a même des fois où on a demandé de biopsier ces lésions et on a trouvé que c'était des lésions qui ne se comportaient pas de la même façon que des lésions initiales. Et c'est toujours très important de faire ces deux évaluations comme vous avez décrit ici avant de dire, voilà, je suis devant une maladie qui progresse avec l'immunothérapie et de bien faire l'évaluation et de bien juger, surtout parce qu'on sait que l'immunothérapie, ce sont des réponses qui sont durables et qui traînent pendant longtemps. Mais toujours au début, il y a des malades qui étaient à très bon état, qui étaient OMS 1, qui deviennent OMS 2 avec tout ça, mais on reste toujours avec une patience pour continuer, pour voir ce que ça donne et pouvoir décider s'il faut que j'arrête les traitements ou s'il faut que je continue. Merci, donc c'est un peu ça ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup et c'était excellent. Merci, docteur Lokonga, pour la pertinence de vos apports. Nous allons inviter à nouveau des panélistes qui seraient prêts à intervenir pour prendre la parole. Bonsoir, c'est Bonsoir, le docteur docteur. Ndrum Nakundi Kakonga. Alors, je tiens premièrement à remercier docteur Niemabo pour cet excellent exposé. Euh, c'est vrai que le travail qui a été présenté et que nous demandons aux radiologues de nous faire, c'est un travail fastidieux et ça demande beaucoup de délicatesse à la fois pour l'imagerie des baselines et à la fois pour les suivis. Je ne vais pas revenir sur les points qui ont été annoncés par le docteur Lokonga. Il a déjà balayé beaucoup de points, mais je vais marteler sur 2 points. Le premier point, c'est que nous venons de loin. Nous venons de loin, nous avions avant des critères de l'OMS et après les résistes 1.0 qui étaient venus dans les années 2000 et après, on est actuellement à résiste 1.1. Et tout ce qui est comme schémas qui ont été décrits ici pour essayer d'adapter les systèmes résistent aux autres types de traitements. Mais nous avons encore un grand défi. Les plus grands défis actuels des résistes 1.1, c'est beaucoup plus l'imagerie fonctionnelle. Vous savez qu'avec l'IRM que vous avez aujourd'hui, avec le TEP que nous avons, ce sont des éléments que nous devons après intégrer. C'est vrai qu'en RDC, nous n'y sommes pas encore. Nous avons l'imagerie avec l'IRM qui nous permet d'avoir un peu
des éléments fonctionnels, mais ailleurs où les TEP est possible, c'est encore un grand défi dans les jours à venir. Alors, ce sont des éléments qui, auprès, ça doit nous aider à réfléchir davantage sur comment est-ce que chez nous, d'abord, nous devons commencer à appliquer ce qui est connu, les résistes, nous forcer, je l'ai dit que c'est fastidieux, mais nous forcer de le faire, puisque c'est extrêmement important pour nous aider, nous, en oncologie, d'évaluer ce que nous sommes en train de faire. Une mauvaise évaluation nous pousse à changer de traitement qui coûte énormément cher sur le plan financier, mais aussi, et c'est ça, c'est le plus important, l'argent, on peut encore en trouver, mais la toxicité liée à ces traitements. Donc, à chaque fois quand nous changeons de ligne, ce sont des toxicités auprès des malades qui nous accumulent. Et en radiothérapie, par exemple, nous avons aussi besoin de ces évaluations régulièrement. De ces évaluations après notre traitement, des évaluations bien faites comme les résistes ici, décrites par le docteur Niemabo. Nous vous envoyons un col qui a été irradié par radiochimiothérapie. Nous avons besoin, et nous demandons une IRM pelvienne, nous avons besoin vraiment d'être sûrs que nous avons une réponse complète, ou soit il y a une maladie résiduelle, c'est laquelle nous devons réfléchir ou qu'est-ce que nous devons faire de ça. Ce sont des éléments qui nous permettent vraiment de nous évaluer, de nous auto-évaluer. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Même pour les tumeurs cérébrales, avec ces critères qui n'ont pas été décrits ici, et que nous demandons auprès de radiologues et de neurochirurgiens qui sont ici, de nous aider à faire des imageries dans les 48 heures après leur résection des tumeurs cérébrales. Ça nous permet tous d'évaluer ce que nous sommes en train de faire et de savoir comment est-ce que nous allons nous prendre en charge le patient. Ça, c'était le premier point, de marteler sur cette question assez importante. Et la deuxième intervention sur ces points ici, c'est que les critères résistent ne nous aident pas seulement dans la clinique. Ailleurs où les essais cliniques randomisés sont faits, ça permet aussi d'évaluer l'efficacité des nouvelles thérapies qui seront mises en place. Et si nous ne parlons pas le même langage, et les industries pharmaceutiques vont récupérer. Ils vont dire, voilà, nous avons notre imagerie a décrit des lésions, il y a une réponse complète. Voilà, mais réponse complète sur base de quels critères vous avez évalué votre traitement. Donc, nous devons vraiment, nous vous le demandons, comme le Conga l'a dit, nous vous le demandons. C'est vrai que de notre part aussi, nous devons fournir des efforts pour vous donner des informations sur ce que nous sommes en train de faire pour que vous puissiez nous aider à bien décrire les lésions pour les suivre. Voilà, merci beaucoup. Merci, docteur Nakundi, pour cette intervention. Et nous allons à présent passer la parole au professeur Catherine Alirissassi, si elle est présente avec nous. Professeur, vous avez la parole. Ok, je tiens à féliciter celui qui a exposé ce soir. Je ne suis pas radiologue de formation, mais l'exposé était assez clair. Je pouvais suivre et comprendre qu'est-ce que nos oncologues recherchent et qu'est-ce que les radiologues voient pendant qu'ils sont en train d'examiner les patients porteurs des lésions cancéreuses. La seule chose que je puis dire en suivant l'orateur du jour et en suivant notre oncologue, Vincent, je suis en train de me demander si, avec cette façon de travailler, nous pouvons arriver vraiment à prendre en charge correctement nos patients et que ça pose un sérieux problème de multidisciplinarité dans le respect des règles. J'ai l'impression ici que le radiologue a une très bonne vue de la situation qu'il est en train d'apprécier.
L'oncologue a besoin des résultats pour pouvoir mener à bien son traitement correctement. Mais qu'est-ce qui se passe, nous tous là, le radiologue en premier, parce qu'il voit le malade avant le pathologiste par la suite et l'oncologue vers la fin pour prendre le traitement. Personne ne donne assez d'informations à l'autre. Et nous ne sommes pas tous dans des hôpitaux où on a un système numérisé où des trois peut entrer dans le système pour voir qu'est-ce qu'on me demande ou qu'est-ce que le radiologue a vu. On se contente du bout de papier reçu où on vous écrit masse du bras gauche, sans vous donner une très bonne localisation, sans vous donner les rapports de cette masse par rapport à la structure osseuse. Il y va même des nodules qu'on voit un tout petit peu partout dans les seins ou ailleurs. La seule chose que je puis dire, c'est qu'il est grand temps qu'on se mette ensemble au lieu de se lancer souvent la balle en disant, mais il n'a rien vu. En imagerie, moi, j'ai bien vu la lésion et la suite, vous la connaissez. Quand on a fait un diagnostic, on a donné un diagnostic sans faire un TNM, Vincent peut vous bouffer. Et il se fâche très fort parce que le prêt thérapeutique, on n'a pas des détails sur le bon de demande. Les renseignements cliniques sont très pauvres. Et je viens avec un PTN qui peut-être ne correspond même pas à vos attentes parce qu'en radiologie, vous avez eu une vue claire de la lésion. Ça, c'est ce qui m'effraie quand je suis ce séminaire et je me demande, sommes-nous vraiment prêts de mener une prise en charge adéquate et correcte en oncologie pour aider l'oncologue qui attend beaucoup et du radiologue et du pathologiste. La seule conclusion que je puis dire, c'est qu'on doit vraiment se remettre en question et que le partage d'informations soit vraiment clair pour que chacun de nous dans son domaine puisse obtenir ce dont il recherche pour voir la lésion initiale, suivre la progression de la pathologie dans le sens de régression ou de statu quo et voir si les lésions, comment je puis dire, des lésions nouvelles apparaissent si nous autres qui avons reçu des échantillons n'avons pas pu dire grand-chose. Et ça, moi, ça m'effraie, ça me fait un peu peur. Voilà un peu le constat que je fais dans ces échanges entre nous, les imagistes ou l'imagerie médicale, l'oncologie et la NAPAT. Notre TNM n'est pas bien assis et par manque de renseignements cliniques de fois. Voilà un peu. Merci, professeur, pour le partage de ce ressenti qui est tombé dans les oreilles de tous les praticiens en herbe qui sont ici présents. Je pense que votre message a été bien reçu pour la sensibilisation par rapport à la en charge des patients en oncologie. Mhm. Avec la permission du professeur Mata, nous allons maintenant passer aux échanges de questions Mhm. par rapport aux questions de l'Assemblée. Professeur Mata. Oui, on peut aller. Il y a déjà une question dans le chat. Peut-on utiliser les RECIST en oncohématologie en lieu et place des critères de Cheson utilisés dans l'évaluation des réponses au traitement dans les lymphomes au scanner? Je pense que c'est le docteur Raph. Oui, oui, non, hein. Normalement, les récistes, avant, on pouvait l'utiliser dans tout, hein. Mais actuellement, les critères chez Zone ont été d'ailleurs dernièrement ici modifiés pour parler des critères de Lugano. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de modifications dans l'évaluation de ces genres de tumeurs. Donc, actuellement, le lymphome est évalué avec les critères de Lugano, qui est les Cheson modifiés. Donc, c'est ce qui est préférable. Donc, si vous maîtrisez les critères des Cheson, je pense que quand on va parler du lymphome, on va en parler. Mais si vous ne maîtrisez pas le lien, vous pouvez utiliser les récistes. Je pense que ça peut orienter. Oui. Euh,
juste pour compléter, en fait, Oui, avec allez-y, allez-y. l'introduction, oui, avec Hmm. l'introduction aujourd'hui de PET scan, ça a beaucoup modifié. Oui, Ça a oui, beaucoup c'est tout modifié le parce qu'il faut se dire Hmm. avec les critères de Chesson, avec les deux dimensions, avec un diamètre donc perpendiculaire, puis c'est l'incorporation des FDG PETS, donc ça a beaucoup quand même changé. Euh, dire que on peut faire avec, moi je dis il faut toujours essayer, on va y arriver. On a la foi, on va y arriver. Mais si j'ai un malade qui a un lymphome, j'envoie à Dr Raphaël, je demande de faire une évaluation. Je ne sais pas faire les PET scans parce qu'aujourd'hui, Ouais, en Occident, on fait les PET scans. Les PET scans, aujourd'hui, c'est devenu RX thorax d'un pneumologue. En onco, c'est le RX thorax d'un pneumologue. tout à fait. Donc, c'est vrai, on essaie toujours Donc, chez d'adapter nous, on utilise les récistes, on va l'utiliser, mais bon. Euh, avec ses limites, Sinon, mais les voilà. critères appropriés, c'est Oui. c'est- c'est- c'est les Lugano. Ouais. De toutes les façons, le lundi prochain, on va parler de lymphome. On pourra y revenir et ramener ces discussions ici. Je vais Mm. peut-être en profiter pour commenter sur quelque chose que Dr Lokonga, à qui je dis d'abord bonsoir et au plaisir de vous y rencontrer, donc vous rencontrer en ligne. J'ai aimé votre Bonsoir, intervention. bonsoir. Bonsoir, oui. En fait, par rapport à la réponse qu'elle a parlé de pseudo-progression, de true progression, donc progression vraie ou pseudo-progression, et puis il y a ce qu'on appelle les changements dus à la radiothérapie. Je crois à la fin du mois, si pas moi, ce sera notre neuroradio pour parler de comment l'imagerie de réponse au traitement des tumeurs. Et c'est là maintenant qu'il y a l'utilité des techniques avancées. Parce que si on veut utiliser les termes simples, après les traitements qui touchent les angios, comme les vaisseaux, les petits vaisseaux, on peut trouver des tumeurs qui augmentent de volume. Pas parce que les tissus cellulaires ont augmenté en nombre ou bien en étendue, mais c'est juste une réponse. Et voilà pourquoi on a les Mhm. rôles des PEC, par exemple. On a les rôles, par exemple, de l'imagerie, par exemple, en perfusion. Parce que le vrai tumeur, cellules tumorales vont vous montrer une restriction de diffusion. Il y a même, on peut faire les spectres avec des molécules bien appropriées qui vont taguer ces tumeurs-là et pour qu'ils puissent vous dire exactement si c'est ce que vous voyez là, c'est la tumeur qui a augmenté de volume ou c'est juste un gonflement des cellules mais sans multiplication. Je pense qu'on va y revenir. Donc, c'est quelque chose, excusez-moi, c'est quelque chose de bien connu en radiologie, surtout en neuroradiologie. On va y revenir à la fin du mois. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci, docteur Adam. Merci, professeur. Je vois dans l'assistance monsieur ou madame Boseko qui a la main levée. Vous pouvez prendre la parole. Merci, docteur, pour la parole. Je commence par remercier et féliciter tous les intervenants pour leur brillante présentation et intervention. Cependant, j'ai une préoccupation quand même en suivant la présentation du docteur Raphaël concernant les lésions non mesurables telles que l'épanchement pleural qui, euh, qui est quand même assez non spécifique, mais qui peut être intégré dans le faisceau d'arguments pour tant soit peu apprécier l'étendue de la lésion. Donc, on va le mettre dans le compte également des lésions secondaires. Alors, je me dis que euh, n'y a-t-il peut-être pas des astuces, ou je sais pas si les critères récistes ont prévu peut-être des éléments argumentaires qui peuvent tant soit peu dire quand est-ce qu'un épanchement pleural peut être, par exemple, pris dans les critères comme lésion non mesurable ou bien quand est-ce qu'il ne faut pas le prendre ou carrément on pêche par excès, par exemple.
sais pas s'il y a une réponse appropriée par rapport à ma préoccupation. Merci. Merci, docteur Bousseko. J'ai bien compris ta préoccupation. En fait, les caractères déjà certains de l'épanchement pleural, si vous êtes sûr que c'est d'origine secondaire, c'est que ça entre dans les lésions non mesurables. Lésions non mesurables, lésions non cibles. Mais il y a des réponses pour les lésions non cibles. La quantification des réponses non cibles, on a vu ça. Donc, si ça augmente, nous savons qu'il y a progression des lésions non cibles. Donc, les épanchements pleuraux, les épanchements péritonéales, la lymphangite carcinomateuse, quand les lésions augmentent, ce sont des lésions non mesurables, considérées comme des lésions non cibles, mais qui sont quantifiées, malgré que la quantification s'est faite de manière qualitative, donc, mais on apprécie, si ça augmente, on dit il y a une réponse partielle des lésions cibles. Il y a une augmentation, c'est-à-dire il y a une progression des lésions cibles. Et tout ça doit être intégré dans la globalité pour donner la réponse globale en fonction des réponses, de la réponse des lésions cibles, de la réponse des lésions non cibles, ainsi que de l'apparition ou non des nouvelles lésions. En ce moment-là, vous donnez la réponse globale. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Je peux rapidement commenter pour les jeunes qui sont dans la salle. Est-ce qu'on peut voir l'écran que je viens de partager? Est-ce qu'on voit l'écran que j'ai partagé? Oui, on Oui, on voit. voit. Oui, professeur. Oui, oui. Juste On voit pour très bien. rendre ça digeste aux jeunes, ça, c'est un examen, ça, c'est un cas de lymphome. Diagnostic, donc ce qu'on appelle baseline. Ça veut dire le premier examen en cours pour ce malade qui a le lymphome. Et ça, c'est le système PAX de l'hôpital. Et ça, il y a comme une sorte, on appelle ça template. Je ne sais pas en français, c'est encore quoi, comment on appelle ça. Ça dit de compte rendu modèle. Et Type. tout le monde doit utiliser le même compte rendu à l'hôpital. Ici, vous mettez l'indication du malade et vous voyez, c'est le scanner neck, chest, abdos, pelvis. Et la technique, d'abord par rapport aux lésions. Est-ce que c'est la lésion principale? Ça, c'est vraiment typique au lymphome, cet exemple ici. Vous mentionnez où se trouve le plus grand ganglion. Et puis, il y a ce que le docteur Raph a dit des lésions cibles. C'est-à-dire qu'au niveau des cours, quel est le ganglion que vous avez choisi comme étant votre référence? Quand on dit cible, ça dit votre référence. En d'autres termes, quand la deuxième personne viendra pour réévaluer ces malades après traitement, il doit remesurer que les ganglions que vous avez choisis au préalable. Donc, lui, quand il vient, il va mettre des dimensions. C'est en coupe axiale, donc plan d'acquisition. Il prend le plus long diamètre, et puis il prend la perpendiculaire à ce diamètre-là, et puis il fait le produit, c'est-à-dire il multiplie. Et après, il va additionner tous ces produits pour avoir les sommes, la somme plutôt ici. Et il y a des lésions non mesurables. Il doit dire, est-ce que quand lui, il a fait le premier examen, il y avait l'épanchement pleural, oui ou non? Il peut me dire modéré, sévère. Bon, il n'y a pas vraiment de grading. Est-ce qu'il y avait l'épanchement péricardique? Est-ce qu'il y avait l'acide? Est-ce qu'il y avait des lésions perméables au niveau des os? Et puis, autre chose, les urgences. Est-ce qu'il y avait les devices, des instruments de réanimation? Est-ce que le malade était intubé? Est-ce que le bout des tubes était en bonne position? Est-ce que les voies respiratoires étaient libres? Comment était le parenchyme? Est-ce qu'il y avait des métastases ou non? Et chaque organe, tu vas mentionner, et à la fin, nous dit si la lésion nodale, c'est à quel niveau? Est-ce que c'était bulk disease? Ça, c'est la radiographie. Je pense que le docteur va revenir ça la fois prochaine. Et les lésions non mesurables étaient lesquelles? Maintenant, avec ça, on se fait une idée au début. Et ils vont faire des cycles de thérapie. Un instant. Hi. Yeah. Okay, I'm checking. I call you back. Thanks, bye. Yeah. Excusez, je suis à l'hôpital. Donc, quand la deuxième personne viendra, ces lésions restent les mêmes. C'est sur base de ces lésions qu'on a sélectionnées au premier examen qu'on va évaluer les traitements après les cycles. Ça dépend des protocoles que vous utilisez.
Et c'est par rapport à ça maintenant qu'on va revenir à ce que le docteur Rafa dit. Est-ce qu'il y avait une réponse partielle, totale, ou bien il y avait progression? C'est sur base de ça. Donc, ce sont des choses, ce sont pas des choses abstraites, c'est au quotidien qu'on utilise cela. Voilà pourquoi on a tenu à ce qui fasse cette présentation pour qu'on comprenne. Et si vous venez, vous faites un compte rendu libre, comme on fait au Congo, personne ne va comprendre ce que vous dites. Même si vous décrivez très bien les lésions, mais l'oncologue a besoin de tout ça. Surtout quand ils sont dans ce qu'on appelle des clinical trials. Il y a une nouvelle molécule qui a Ouais, été découverte et que le patient doit exactement. répondre à un certain critère spécifique pour être inclus dans cela. Si vous ne faites pas bien des calculs ici et que le médicament ne doit être utilisé que pour les gens qui ont une résistance, c'est-à-dire pas de réponse, et que vous dites qu'il y a des réponses, le malade doit quitter le schéma. L'inverse est aussi vrai. D'où pourquoi on est Ouais, très strict avec le mesure ici. Donc, Tout c'était à fait. juste une parenthèse que je vais faire pour le plus jeune. Ceux qui ont été en Europe comprennent ça, mais quand on est jeune, on n'a pas encore vu ces cas ici, ça paraît trop abstrait. Merci beaucoup. Merci, professeur. merci beaucoup, merci. Merci, professeur. Alors, je peux faire un petit commentaire concernant la prise en charge des patients qui sont sous traitement. Il peut arriver que après différentes évaluations TDM, qu'on soit confronté à une situation dans laquelle où les lésions semblent ne pas régresser. Bilan oncologique, tumeur pulmonaire, il n'y a pas de régression de lésion. À ce moment-là, les oncologues, ils sont en droit de se poser des questions, de se demander pourquoi est-ce que la lésion ne répond pas au traitement et demander à ce qu'on puisse procéder à un prélèvement biopsique d'une lésion, par exemple, qui semble évoluer de façon isolée ou d'une lésion qui semble évoluer euh, et ne pas répondre au traitement. Et à ce moment-là, une nouvelle étude de la conformation moléculaire ou cellulaire de la tumeur va permettre de réajuster le traitement après évaluation en tomopathologie. Et ensuite, on pourra ajuster le traitement et poursuivre le traitement et ainsi permettre euh, la poursuite de la prise en charge, assurer la continuité de la prise en charge du patient. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse interventionnelle dans la prise en charge des patients. Merci. Merci, docteur. Merci. Est-ce que si vous permettez? Allez-y, Oui, docteur. bien sûr. Oui, oui. J'en profite parce que je sais qu'il y a la majorité des radiologues qui sont connectés. On sait que tous nous courons derrière le temps et des fois, on vous demande trop parce que lire un scanner qui a été demandé, euh, un bilan d'extension qui a été demandé, donc de baseline, ça vous fait gagner plus le temps que de lire un examen comparatif, donc d'évaluation. Vous savez, nous en avons vraiment besoin. Docteur Raphaël, je sais que je le dérange le plus souvent, c'est le médecin que j'appelle le plus souvent pour essayer de Je discuter suis de quand disponible. j'ai un compte rendu. Des fois, je lui dis d'essayer de revoir, je lui demande encore de remonter les images. Je sais que c'est des travail de plus parce que on sait on doit protocoler autant et aller quelque part, mais c'est très important. Aujourd'hui, docteur Raff nous a fait voir vraiment l'importance de ça parce que nous dépendons de vous. Si Tout vous à nous fait. égarez, on est perdu. C'est-à-dire, Tout à fait. vous tenez en fait l'oncologie. Les radiologues, c'est lui qui décide de ce que l'oncologue doit faire. Ah, c'est comme le pathologiste, c'est comme l'a dit le professeur, dès qu'il nous donne les diagnostics, il nous donne les comptes rendus anatomiques pathologiques. Le reste, c'est vraiment une collaboration entre vous et ne vous fatiguez pas. Surtout, prenez le temps pour qu'il s'agit d'une évaluation, surtout un malade on essaie toujours de mettre qui est sous traitement, d'essayer de voir. Et je sais que sous d'autres cieux, ils appellent les médecins traitants pour demander, il n'y a pas de baseline, il n'y a pas ça, il n'y a pas de scanner. Des fois, ils ne vous répondent pas s'ils n'ont pas des éléments qui, qui permettent de bien faire la description. Ils ne vont pas vous répondre, ils vont
peut-être vous renvoyez les malades, vous envoyez les mails comme l'a dit, nous, on n'est pas encore arrivé à tout numériser pour essayer de voir les choses claires, mais c'est vraiment une demande aux radiologues prenez votre temps, surtout pour les évaluations, de nous donner des éléments qu'il faut qui nous permettent d'évoluer avec les malades. Et surtout, dans les contextes chez nous, on n'a pas assez de traitements. Changer les lignes, c'est une décision Oui, un peu compliquée capital. parce que on sait que les médicaments de deuxième ligne sont souvent dans la majorité des traitements qui coûtent cher. Plus vous avancez, ce sont des traitements qui coûtent cher et nous, on n'en a pas. Donc, essayer de nous rendre ce service-là, c'est vraiment une opportunité, une occasion et j'étais très content de voir les sujets pour vous exhorter, vous demander aux radiologues, je sais que la plupart des radiologues de la ville de Guinée sont connectés, de nous rendre vraiment un service, bien que c'est difficile. On Peut-être comprend le commenter. travail, c'est dur. Oui, en fait, j'allais aborder dans le même sens. D'abord, je pense que c'est là maintenant la place des ACP, des réunions interdisciplinaires pour discuter. Je ne sais pas, quand moi j'ai quitté Kim, je n'étais pas trop avancé en spécialisation, en spécialité. Ici, le traitement des cancers, c'est défini en groupe. Peu importe l'intelligence d'oncologue ou des radiologues ou de qui que ce soit, c'est les groupes qui décident. Et chez nous, particulièrement à l'hôpital, nous discutons des cas de cancer, des cancers neurologiques ou du système nerveux central les jeudis. Et le mercredi, c'est pour les autres cancers. Et il y a un radiologue qui n'est là pour cette journée-là que pour revoir ces examens-là. Lui, on lui confie que ses examens. Si on va revoir 6 cas, il va parcourir tous les dossiers des malades, faire des résumés avec des PowerPoint pour dire que telle lésion, c'était ça à la découverte, des caractéristiques étaient telles, ça a évolué à telle date, à ceci, sur le plan caractéristique des images, comment ça a évolué, est-ce que c'est une régression, ici on a fait traitement. Donc, il vous amène dans le parcours de chaque malade, imagerie, après chirurgie, tout ça là. Et ce n'est qu'après cela que tout le monde aura compris que maintenant les oncologues et les autres personnes vont discuter pour savoir dans quel schéma mettre le malade, est-ce que dans quel intervalle répété d'imagerie. Dans les conditions actuelles du pays, ça sera difficile, même si les radiologues font cet exercice-là en faisant des comptes rendus. Avec le nombre d'extraits que les gens font, je ne pense pas que ces mesures-là seront très bien faites. Et déjà, la plupart des études, ils ont montré que il y a une mauvaise intra et puis inter-reader agreement à ce qui concerne ce genre de mesures. Et quand c'est fait à la hâte, ça va encore créer des problèmes. Donc, si je dois me résumer, pour ces ACP-là, trouver un radiologue qui doit être dans l'équipe et il sera payé pour revoir ces malades-là, refaire même ces mensurations-là et ayez des fichiers à l'hôpital où vous les gardez, où vous les sauvegardez. Et si lui n'est pas là, un autre radiologue peut venir et c'est basé sur ce qui a été fait avant et puis continuer. Euh, Bonsoir, je demande la parole, Madame la modératrice. Je ne sais pas si vous me le permettez. Vous avez la parole, Euh, professeur. oui, oui, je voulais, bon, je félicite d'abord Docteur Raphaël. Bon, pour moi, c'est pas une surprise, il est tellement fort. Alors, je voulais seulement ajouter ceci, et c'est bien que les oncologues soient là, parce que le problème, je voudrais interpeller tous les radiologues, surtout ceux qui sont déjà spécialistes, parce que de plus en plus, on a des pathologies oncologiques et les comptes rendus, on ne peut plus les faire comme on les faisait avant. Mais j'interpelle de l'autre côté les oncologues parce que maintenant, professeur Mata, on a beaucoup de RCP à Kinshasa, mais même à Lubumbashi, je crois, il y a une RCP oncopédiatrie qui est très bien conduite. Mais à Kinshasa, on a beaucoup de RCP. Le problème, c'est que généralement, on vous amène les images radio en pleine séance. Et ça, c'est pas bon du tout. Mais pour le RCP qui se respecte, normalement, la veille ou 2 jours avant, ils doivent déjà disponibiliser les images pour que les radiologues puissent avoir les images avant et surtout les images antérieures. Parce que comme vous avez vu, ça prend beaucoup de temps, que ce soit pour le réciste ou tout ce que vous voulez comme toutes ces classifications qu'on a à travers l'oncologie qui s'est beaucoup développée. On a besoin de prendre beaucoup de temps. Si on doit examiner les lésions cibles, mais aussi tout le reste, les lésions non cibles, ça vous prend beaucoup de temps. Et ça, c'est pas facile à faire lorsque vous avez 20 scanners qui vous attendent là, ou 10 IRM ou 5 IRM. De l'autre côté, vous devez superviser les assistants qui sont en train de travailler. C'est pas évident du tout. Mais comme on a des RCP, et moi, je vais inviter les radiologues, tous les radiologues, à adhérer à une ou deux RCP.
Et puis, on apprend beaucoup, hein. En discutant avec les oncologues, on apprend beaucoup, on s'améliore. Et comme on a dit, ce sont des choses qui se font en groupe, quoi. C'est les traitements actuellement, la prise en charge oncologique, elle s'est fait en équipe. C'est pas une seule personne qui est dans son coin. Nous déplorons encore le fait de manquer de TEP. On ne fait pas encore de TEP chez nous. Comme a dit Vincent, effectivement, le TEP est devenu le RX thorax. Actuellement, on ne peut pas s'en passer. Mais on n'en a pas. Comme on n'en a pas, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Déjà, avec nos IRM, avec nos scans, ce sont des bonnes choses. Et pour finir, j'aimerais interpeller aussi les oncos pour que, parce que généralement, ce qu'ils font, il y a un compte rendu qui a été fait par tel, il n'est pas d'accord et puis il envoie à un autre. Moi, c'est que j'aimerais plutôt dire que lorsque vous avez vu le compte rendu fait par tel radiologue ne vous a pas satisfait, vous l'appelez et puis vous discutez. Parce que très souvent, il arrive aussi que vous n'avez pas été d'accord avec le compte rendu fait par tel, vous l'envoyez à un autre, mais il retrouve les mêmes lésions. Mais entre-temps, euh, je pense que l'autre ne sait pas que vous aviez eu un problème. Or, si vous le voyez, vous allez discuter de plus en plus et on avance, hein, c'est pour le bien du malade. Et je veux vraiment insister là-dessus. De plus en plus, on a des cas d'oncologie et l'oncologie a pris beaucoup d'ampleur. Avec la population qui va vieillir de plus en plus, on aura beaucoup de cas d'oncologie. Et même en pédiatrie, hein, il y a une RCP oncopédiatrie au clinique universitaire qui est formidable, conduite par les professeurs Ngioulou, et donc avec des médecins formidables. Et là-dedans, on a des oncologues, on a des ophtalmologues, on a les chirurgiens, on a tous ceux qui gravitent autour de l'oncopédiatrie. Et même une autre RCP, celle qui est à Nganda, il y a une autre qui est chez les policiers, je pense. Et donc, on a beaucoup de RCP, mais de plus en plus, les radiologues doivent s'impliquer. Voilà un peu ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci Merci. beaucoup, professeur. Merci, professeur. Allô? Oui, Oui, allô? vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour cette attention que vous m'accordez. Euh, j'ai levé la main pendant longtemps, c'est pourquoi je préférais par une intrusion. C'est docteur Mouki Shidan. Je voulais remercier d'abord l'orateur, mais je vais tout droit vers les deux panélistes, docteur Lokonga et docteur Vandrom. Je crois qu'ils me reconnaissent facilement par leur patiente Mputungolo. En fait, je crois que le résultat, comme venait de le dire l'orateur, les résultats de la guérison, de l'évolution d'une pathologie oncologique dépend, en fait, l'oncologue court derrière le temps. Mais actuellement, à Kinshasa, où nous sommes, nous remarquons qu'il y a beaucoup d'institutions et de médecins qui sont de, comment il faut les appeler? Je peux les appeler les charlatans, parce que leur prise en charge ne répond pas généralement au protocole qui doit être fait pour la prise en charge d'un médecin, d'un malade oncologique. Alors, ils font passer beaucoup de temps aux malades et ils ne demandent pas, ils n'évoluent pas avec des examens dont le malade a besoin pour déterminer les protocoles de son traitement. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de récidives, il y a aussi de métastases qui résultent de la perte du temps euh, dans la prise en charge. Les RCP sont nombreux ici. Et l'autre fois, on en avait discuté avec Dr Lokonga Angaliema par rapport à la prise en charge de son malade qui est ma femme. Alors là, je voulais poser juste une question pour savoir quelle est la disposition que la Société d'oncologie quinoise prend en fait, avec un caractère médico-légal pour poursuivre les institutions qui ne répondent pas aux normes, pas seulement les institutions, mais aussi les médecins qui ne répondent pas aux normes des protocoles, mais qui se font une prise en charge oncologique qui a un caractère alimentaire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre des dispositions médico-légales pour restreindre des prises en charge en cascade qui font du mal aux malades? Donc, c'était ça ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci pour votre question qui comportait plusieurs volets, notamment savoir s'il y a respect des normes
dans notre contexte et si, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de non-respect des normes. Je pense que on peut que compter sur le professionnalisme de l'ensemble de la corporation médicale. Avant, et c'est le mot que je peux placer, avant de passer la parole au docteur Niemabo pour répondre. Mais la question est adressée aux oncologues, hein. Bon, je pense que pour des problèmes liés à l'éthique et à la déontologie, il y a l'ordre des médecins qui normalement devait s'en charger. Mais quant à nous, nos sociétés savantes, et notamment aussi l'université, c'est assurer la formation. Nous pensons qu'en assurant la formation, tous ces gens-là qui vont s'améliorer et vont commencer à prendre en charge correctement les patients. Je pense qu'il y a aussi un problème de formation, d'information qui devrait être apporté aux uns et aux autres. Exact. Et je pense que la question est adressée aux deux oncologues, docteur D'accord. Nakouti et docteur Vincent. D'accord. Je vais intervenir un peu, c'est docteur Parce que Niambo, mais la prise en charge, vous allez dans une institution, par exemple, qui est très renommée, les gens sont curieux d'aller là-bas, de parler renommés, de parler non, mais vous trouvez là-bas la prise en charge des tumeurs malignes a un même protocole, que ce soit la prostate, que ce soit l'utérus, que ce soit les seins. On ne sait même pas demander une immunohistochimie pour déterminer les protocoles. Alors, ce sont les patients qui en pâtissent. Donc, ça a un caractère médico-légal Mm. pour un peu pousser ceux qui croient que la cancérologie, ça a un caractère alimentaire. Donc, parce que tout le monde est paniqué quand on lui dit que son membre de famille ou lui-même a un cancer. Mm. d'accord. Alors, merci. Je vais intervenir un peu, ce docteur Vandrom Nakundi. En ce qui concerne la cancérologie, le docteur Raphaël a soulevé un point. C'est vrai qu'actuellement au pays, nous n'avons pas une école de cancérologie, nous n'avons pas un département de cancérologie pour former les gens. Le Vincent et moi, nous avons été formés à l'étranger. Alors, ça, c'est la formation. La cancérologie a une certaine dextérité, le professeur l'a dit, partout ailleurs où nous-mêmes nous avons été formés, on passe par une RCP pour décider la prise en charge d'un patient. On ne traite jamais un malade souffrant du cancer seul dans sa maison. Ce n'est pas possible dans son cabinet de consultation. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Ça doit être clair. Alors, il y a cet aspect de formation sur lequel nous devons marteler. L'INIKIN, par exemple, doit être souple pour permettre à ce qu'il y ait au moins dans les jours à venir un département d'oncologie médicale et des radiothérapies pour une formation des nouveaux médecins spécialistes en cancer. Deuxièmement, il y a des médicaments qui sont disponibilisés par les gouvernements. Mais ces médicaments sont tellement à quantité industrielle que le gouvernement doit les distribuer dans les hôpitaux. C'est ce qui se passe. Mais dans ces hôpitaux, y a-t-il des personnels pour traiter ces malades avec ces médicaments? C'est là aussi où il y a un problème. En fait, les médicaments qui traitent le cancer, ce ne sont pas des médicaments comme les antipallidiens ou des médicaments qui traitent la tuberculose. Ce sont des médicaments qui sont cytotoxiques, qui nécessitent une certaine dextérité dans la gestion des effets secondaires et qui nécessitent la formation des gens pour administrer ces médicaments. Du coup, il y a aussi cette question-là de réglementation dans la distribution des médicaments anticancéreux. Et c'est là où nous avons encore beaucoup de problèmes et qui doivent encore être améliorés. Et
Vincent et moi, nous travaillons sur une société savante depuis pratiquement une année et demie maintenant, que nous essayons de mettre en place pour que nous puissions voir si nous pouvons, puisque seul Vincent lui-même, moi-même, nous ne pouvons pas faire une pression à la législation, mais une société, peut-être, ça peut y aller. C'est ce que nous essayons de faire. Donc, il y a encore un long chemin, mais les aspects les plus importants, c'est un, la formation, deux, la réglementation de la circulation des anticancéreux, et trois, un environnement sur lequel nous devons tous réfléchir, les cancérologues qui sont sur place, nous devons réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons constituer, et les radiologues peuvent aussi nous aider, les anatomopathologistes d'eux-mêmes, donc pour que nous puissions ensemble constituer une équipe qui peut peser dans la législation de médicaments anticancéreux et tout ce qui est comme politique nationale de lutte contre les cancers. Voilà, Vincent, je ne sais pas si tu as aussi un élément à ajouter là-dessus. Oui, merci beaucoup. Docteur Vandon, vous avez pratiquement tout dit. C'est vrai, notre pays a un sérieux problème, mais on reste positif parce que j'étais en train de discuter aujourd'hui avec un professeur au Maroc, un professeur de cancérologie. Il a essayé de me relater la situation du Maroc, aujourd'hui qu'on connaît, qui est un pays très avancé dans la prise en charge en cancéro, avec plus de 400 oncologues, avec plus de 400 radiothérapeutes. Et j'ai essayé de voir, je dis, aujourd'hui, notre pays est en train de vivre ce qui était le Maroc il y a 30 ans. C'est vrai, on arrive dans un pays où il y a peu d'oncologues, insignifiants par rapport à la population, et on trouve la situation où le cancer est traité par les spécialistes d'organes, donc les gynécologues qui traitent le cancer du sein, le cancer du col, tout ça. C'est difficile de céder la main. On sait, des fois, on n'arrive pas, soit c'est question de communication, on n'arrive pas à dire, voilà, moi, je m'arrête à tel domaine, je passe la main à celui qui le quittait, ou, comme l'a dit le professeur, j'ai un dossier, je passe à la RCP. Aujourd'hui, on essaie de travailler RCP, mais malgré tout ça, où on est ouvert, tout celui qui veut présenter son dossier, nous, on est ouvert, on l'écoute, mais malgré tout ça, c'est très compliqué. Les gens continuent à traiter, à garder le malade pour eux. On sait que l'oncologie, ça paye, ça, on ne va pas se mentir. L'oncologie, ça paye bien. Les gens préfèrent faire des chimiothérapies, mais c'est très compliqué. Mais on se dit, les choses vont déjà. On a des discussions telles qu'on a aujourd'hui, on a des présentations telles qu'on a aujourd'hui, ça permet d'améliorer. Le professeur a dit, on ne doit plus faire des comptes rendus comme on faisait avant, les choses doivent changer. Et on s'est dit, ça c'est aussi de part et d'autre. Ces messages, il y aura des médecins qui vont prendre conscience pour dire, voilà, moi je peux m'arrêter à opérer ou avant d'opérer, je dois discuter avec les pathologistes, avec les radiologues, avec l'oncologue, avec les chimistes, pour voir comment on va définir la stratégie thérapeutique. Parce qu'en oncologie, avant de débuter le traitement, on doit toujours avoir les soins personnalisés. Donc, la fiche de soins personnalisés pour dire au malade, on va commencer par ceci, et ensuite. Mais un malade qui vient chez vous, j'opère, après on lui dit rien, après on dit on va faire la chimiothérapie, il est étonné, après la chimiothérapie, il va voir les radiothérapeutes, il n'est pas préparé dans tout ça. Mais définir une stratégie thérapeutique comme il faut, on va y arriver. On a, c'est notre pays, on a la foi. On sait que de plus en plus les gens ont conscience. Et ça, quand même, je l'avoue, euh, je suis rentré au pays en 2022. Quand j'essaie de comparer par rapport à la situation de 2025, il y a vraiment un changement. Mais c'est vrai, le changement n'est pas total, n'est pas même à 50%, mais on ne peut pas ignorer aujourd'hui, puisque les 10% des changements, il y a des médecins qui appellent, il y a des discussions avec des pathologistes, il y a des discussions avec des radiologues, et ça prouve vraiment que
d'ici, les choses vont aller vite. Les Congolais, quand ils veulent, ils sont appliqués à quelque chose. S'ils ont la volonté, ils changent. Madame la Mais modératrice, euh, j'aimerais, parce que je m'excuse, je vais quitter, hein. Je voudrais annoncer qu'il y a une grande conférence sur la cancérologie. Donc, on a changé de date. Ce sera le 27, le 28, 2 jours de grande conférence sur la cancérologie. Et à la fin de ces 2 conférences, nous allons établir les guidelines, les directives, donc les guidelines congolaises sur les prises en charge, la prise en charge globale des cancers de chenaux. Et on va parler de tous les cancers. Et donc, j'aimerais que tout le monde puisse prendre rendez-vous. C'est au mois de février ici. Ça devait déjà se faire ce samedi, mais à cause de la situation du pays, nous avons reporté pour la dernière semaine, c'est-à-dire le vendredi et le samedi de la dernière semaine du mois de février. Bonne soirée à tous. Je m'excuse, hein, mais c'est parce que je partais que je voulais donner ce message-là. Merci. Merci, Les professeur, pour coordonnées, cette annonce. les coordonnées de la conférence. Merci également pour les questions qui ont été posées. C'est vraiment le lieu de faire le point sur la prise en charge des patients en oncologie et d'effectivement penser à mettre en place des structures d'accompagnement des familles qui sont durement touchées par cette épreuve que peut être la maladie cancéreuse. Alors, on va poursuivre les questions s'il y en a dans l'assistance. Si vous avez la main levée, vous pouvez prendre la parole. Oui, docteur, on voulait avoir juste les coordonnées de la conférence dont le professeur vient de parler, là, s'il y a moyen. D'accord, on ne manquera pas dans le groupe des radiologues de faire les transmissions nécessaires pour cette conférence et certainement qu'il y a une cellule de communication dédiée pour la conférence qui va procéder à, à la diffusion de l'information. Et j'avais un commentaire, malheureusement que le prof, lui, a déjà quitté. Pour la Oui. conférence, c'est à la fin qu'on vient de l'apprendre. Mais surtout, ce que j'allais demander, c'est à ce moment-là qu'on doit mettre tous les efforts. Puisque ça ne soit pas comme les états généraux qu'on a vus, les états généraux ont pris fin et des résolutions qui ne s'appliquent pas. Je pense que c'est pour dans ce genre de conférences, c'est là où et les gouvernements et les sponsors doivent mettre l'argent. On interne des experts qui sont au pays, mais on invite aussi d'autres personnes qui sont ailleurs parce que dans ces histoires des cancers, il y en a qui sont trop avancés, ils ont beaucoup d'expérience et il y a des gens qui ont parcouru tous ces changements-là et on a besoin de leur expérience pour élaborer nos protocoles à nous-mêmes. Parce que ce qui va être difficile, si on élabore des protocoles qui sont détachés de ce qui se fait ailleurs, on ne saura pas s'associer dans le clinical trial et les autres parce que nous, on reste tellement off. Donc, il faut que nous prenions ce que les autres font déjà et voir comment les appliquer chez nous. Bon, peut-être je vais l'appeler à côté et puis d'autres personnes qui sont impliquées dans cette conférence-là. Et je pense qu'on touche vers la fin aussi. Je ne vois pas de questions dans les chat box. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Oui, en fait, je voulais juste poser deux questions. Euh, Est-ce qu'on peut appliquer le critère résiste chez un patient qui, son examen baseline, c'était un scanner et son médecin demande un contrôle après une IRM, donc 2 modalités différentes. Si on peut appliquer le RESIST pour voir s'il y a régression, progression ou donc apprécier l'évolution. Ça, c'est la première question, dans 2 modalités différentes. Et j'ai plus entendu parler, pour ma deuxième question, de l'évaluation après chimio. Alors que parfois, il y a des patients pour qui on a fait une chirurgie. On voit ça souvent aussi aux cliniques. On a fait une chirurgie d'une tumeur
Et après, on demande, le chirurgien nous envoie un scanner pour demander un contrôle après une chirurgie. Euh, alors, est-ce que le réciste s'applique aussi en cas d'imagerie post-chirurgie? Et comment en fait ça se fait? Comment est-ce qu'on va rédiger de la même manière? Voilà, donc c'est un peu ça mes deux préoccupations. Oui, allô, docteur Bikoumou, euh, pour commencer avec la deuxième question, euh, les récistes ne s'appliquent pas en post-traitement chirurgical parce qu'en fait, les récistes, c'est la comparaison entre les baselines avec l'examen des suivis. Et puis, en fait, l'objectif, c'est pour apprécier l'efficacité du traitement. Donc, quand on a utilisé d'autres méthodes de traitement, il y a d'autres critères d'évaluation. C'est pourquoi on a dit dans notre propos de ce jour que les récits n'est pas le seul critère d'évaluation. Il y a d'autres critères qui peuvent être utilisés dans ces contextes-là. Et pour la première question, pareil, nous avons dit qu'il y avait des préalables pour l'utilisation des critères récistes, c'est-à-dire même modalité, même fénétrage, même séquence si on a fait l'IRM. Donc, on ne peut pas mesurer et comparer, faire les récistes sur deux modalités différentes. Non, ça ne se fait pas. Donc, si vous avez fait sur l'IRM, vous devez continuer avec l'IRM. Si vous avez fait sur les scanners, donc vous devez continuer avec les scanners. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, docteur, merci beaucoup. Merci. Il y a également une question qui renchérit dans le même sens, celle de savoir quelle serait maintenant la place de la classification TNM dans l'évaluation réciste. C'est à moi que s'est adressée la question? Oui, je pense, oui. Oui. Bon, en fait, les récistes n'ont rien à voir avec la classification TNM, hein. La classification TNM, en fait, quand on fait les récistes, hein, on peut même y associer aussi la classification TNM à part. D'accord? Mais les récistes, c'est pour l'évaluation. Tandis que la classification TNM, c'est pour voir, euh, euh, évaluer l'extension loco-régionale et à distance de la pathologie néoplasique. Donc, et puis, ça aide à stadifier euh, pour permettre de prendre en charge correctement le patient. Donc, ça n'a rien, c'est deux critères qui sont tout à fait dissociés, mais qui peuvent être utilisés sur un même compte-rendu pour permettre à l'oncologue d'agir à bon escient. Oui, docteur Raphaël, si je peux Oui, ajouter un élément, tout euh, à fait. surtout sur l'imagerie de baseline, on a toujours besoin, c'est vrai, que vous mettez de côté tous les critères résistes dont vous avez besoin, mais aussi de nous dire l'extension loco-régionale et à distance de la maladie. Et c'est là où les critères TNM Bon, intervenir. intervient. Vous nous Mm. dites, alors voilà, en plus de la lésion que j'ai vue au niveau du lobe inférieur droit du poumon, j'ai vu des adénopathies, voilà, périhilaires ou bien sous-carinaires. Et à ce moment-là, nous savons dire, voilà, avec telle lésion qui est en sous-carinaire, c'est telle N, disons,
la dimension de la lésion elle-même, nous savons dire c'est quel T. Et après, s'il y a des lésions dans d'autres organes, nous savons dire c'est quel M. Donc, ça, c'est l'imagerie des baselines. C'est un élément très important. Et après, dans les suivis, vous continuez avec votre résiste, mais aussi vous pouvez nous dire que voilà, après, les lésions métastatiques ont disparu. Mais nous, dans notre traitement, nous continuons toujours à considérer le patient ou la patiente métastatique sur base des éléments que nous avions à l'imagerie des baselines. Nous pouvons dire qu'il y a une très bonne réponse, mais initialement, le malade était métastatique. C'est un peu Tout ça. à fait. Il n'était pas métastatique. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour la réponse, docteur Yemabou. Merci pour cet exposé. Seulement, si j'ai posé cette question, c'est parce que dans les RCP, on se rend compte que, quel que soit le critère que vous utilisez, les oncologues ont plus besoin de la classification TNM pour requalifier les lésions et choisir le protocole à adapter par rapport euh, à l'évolution de la maladie. Ça veut dire, si je comprends bien, d'une part, on répond par rapport au réciste et d'autre part, on finit par dire que elle est classifiée T autant, N autant, M autant. Ça, c'est aux oncologues que je pose la question. C'est moi qui avais posé dans mon Léa de Lubumbashi. On fait des RCP. Je suis et dans la RCP médicale et dans la RCP pédiatrique. Mais ce que j'ai remarqué, que c'est dans les médicales, quelle que soit la classification que vous utilisez, vous devez aussi conclure par TNM pour que l'oncologue puisse prendre la résolution s'il faille adapter ou bien changer de traitement ou donner donc continuer avec le traitement. Je ne sais pas si on est dans le bon ou il faudrait recadrer. Merci. Alors, Merci. pour la classification TNM, cette classification est très importante pour l'imagerie des baselines, des baselines, puisque cette imagerie nous permet de dire si voilà, la maladie elle est localisée, localement avancée ou elle est métastatique. Ça, il n'y a pas assez de discussions sur ce point. C'est vraiment hyper important de vérifier dans le bilan d'extension, organe après organe, y a-t-il des lésions ou il n'y en a pas. Les chaînes ganglionnaires, y a-t-il des métastases ganglionnaires ou il n'y a pas. Ça, c'est un élément très important. Alors, dès que nous avons une classification initiale, la deuxième imagerie qui vient, elle interprète le résiste. Vous voyez, la deuxième imagerie qui vient après la première imagerie, elle interprète en fonction des résistes, puisque surtout si le patient a réussi un traitement, c'est-à-dire que ça va nous Oui, dire, voilà, le malade était sous chimiothérapie, puisqu'il était initialement métastatique. Deuxième imagerie, nous avons une réponse stable, c'est-à-dire la maladie est stable, pardon. Nous avons une progression ou nous avons une régression. C'est le résiste qui nous dit. Alors, dans la réponse partielle ou la réponse complète, on peut avoir un M1, mais qui revient actuellement et reste toujours là. N reste toujours là, mais M a disparu. Cela ne veut pas dire qu'on a restadifié le patient. Non, le patient reste métastatique. On peut prendre d'autres mesures de traitement sur base de la deuxième imagerie, mais sur base de la première imagerie, le malade est métastatique, mais en bonne réponse sur le plan résiste. Je Merci pense que beaucoup. c'est clair. Hein? Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci au docteur Raphaël Niemabo pour cette présentation qui était didactique au départ, mais qui s'est terminée par une discussion à cœur ouvert et qui a, je pense,
enrichi chacun des professionnels. Nous Et allons docteur passer, Brigitte. nous allons passer la parole au professeur Mata pour le mot de la fin. Merci beaucoup à tout le monde, en commençant par le docteur Raphaël pour ce bel exposé et aux panélistes pour votre contribution. Mais toujours, comme je l'ai dit à l'audience, je sais que ce n'est pas évident avec l'Internet et tout ça, les conditions sont difficiles, mais vous êtes toujours là et ça nous encourage à continuer à faire mieux. On va se prendre congé maintenant. On se revoit le lundi prochain où Dr. Raph va revenir avec une autre équipe pour parler de lymphome, la clinique et puis les critères d'évaluation. Je pense qu'on a en partie discuté de cela déjà ici, mais là, ça sera une séance dédiée à cela. Et comme je l'ai dit, on fera tout pour qu'à la fin du mois, un des neurorades, moi ou une autre personne, viendra pour parler des réponses de traitement en neuroradiologie. On se prend congé et on se revoit le lundi prochain. Merci beaucoup. Merci, merci professeur.